On a eu l'idée de créer un collectif inter-établissement qui n'est pas vraiment une structure, qui est plutôt un rassemblement de représentants de chaque université où des programmes pourraient être lancés pour accueillir les demandeurs d'asile et réfugiés au sein des universités et des écoles. Pour l'instant, les programmes, ce serait surtout des cours de français dispensés dans les universités, avec un accès à la bibliothèque, c'est ça, et une possibilité d'intégration de formation en équivalence selon les diplômes qu'ils ont pu obtenir dans leur pays. Donc PEI se pense avant tout comme une année de transition, puisque le PEI s'adresse avant tout à des réfugiés qui sont en situation irrégulière, qui n'ont pas obtenu leur papier, qui sont demandeurs d'asile, mais qui n'ont pas encore obtenu ni le droit d'asile ni la protection subsidiaire, et qui justement, parce qu'ils n'ont pas leur papier, parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité, ne peuvent pas s'inscrire dans les universités. Donc l'idée, c'est de permettre à ces étudiants de retrouver un cadre de sociabilité étudiante. Et on a des profils qui ont fait 6 ans de biochimie, 9 ans de sciences politiques. Donc c'est des gens qui sont très formés. Pas forcément de la même façon qu'on peut former en France, mais c'est aussi ce qui fait la richesse de ce programme et la richesse aussi de ce que l'ENS peut retirer de ses étudiants invités. Donc tous les jours sont dispensés 2 heures de cours de français par groupe de niveau. Donc des gens qui sont portés volontaires pour pouvoir être formés en FLE. Et en parallèle, les étudiants invités ont accès à l'ensemble des structures de l'école. Donc aussi bien le bureau des sports, le bureau des arts, le bureau des étudiants, la bibliothèque, le gymnase, les structures sportives, culturelles. Et merci pour cette initiative que vous avez en plus souhaité maintenir malgré les terribles événements de la semaine dernière, et qui ne vont pas aider à défendre facilement des politiques migratoires alternatives. Mais on est tous là pour se serrer les coudes et coûte que coûte, essayer de faire entendre nos voix. Nous avons été alertés il y a quelques années déjà par nos communautés qui sont dans le Nord-Pas-de-Calais suite à la fermeture de Sangatte et de tous ces migrants qui se sont retrouvés sans rien, quoi. Et avec une accélération de ce phénomène de forte concentration de précarité qui s'est amplifié en 2014 quand on a changé de Premier ministre et que des politiques plus restrictives ont été à l'œuvre. Et puis, évidemment, tout récemment, avec les afflux de début de l'année 2015, on arrive à une situation dramatique où vraiment ça fait honte de voir ces personnes qui vivent dans des conditions absolument inhumaines. Ils ne peuvent plus passer et poursuivre leur projet de vie parce qu'un mur a été érigé à Calais. Donc on fait des grandes leçons à la Hongrie, à la Slovénie pour dire c'est pas bien, vous allez construire un mur, c'est très pas bien. Mais nous, en France, nos dirigeants ont accepté de construire un mur. Et nous avions organisé une grosse mobilisation l'année dernière à Calais, le 18 décembre 2014, qui est la Journée internationale des migrants, pour dénoncer ce mur de la honte. On est confronté à une surdité au niveau de nos responsables nationaux et européens qui est effrayante, qui coûte des milliers de vies. On rigole plus, là. On parle de milliers de morts. Et au rythme où on va, il va y en avoir encore d'autres. C'est intéressant de voir comment des initiatives un peu partout dans le monde peuvent exister et qui sont pensées pour remettre au cœur de nos réflexions et de nos alternatives la personne humaine. L'idée fondamentale, c'est de considérer le migrant comme tout autre citoyen. Donc, de le considérer comme un sujet de droit. Un sujet qui a donc accès aux services sociaux de base, comme n'importe quel autre citoyen de la ville de Sao Paulo, à qui il doit être proposé des opportunités d'insertion sociale et culturelle et d'accès au marché du travail. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à construire ça? C'est parce qu'ils ont organisé, au sein de la ville de Sao Paulo, des consultations
des grandes rencontres de consultation avec des représentants des différentes diasporas présentes à Sao Paulo, et que c'est par ce dialogue-là qu'ils ont construit une politique aussi alternative. Et ce n'était pas juste un one-shot. Ces rencontres, ils continuent de les alimenter. Je crois qu'il y en a au moins une par an, si ce n'est tous les 6 mois. Ils réunissent des représentants de migrants avec qui ils entretiennent le dialogue. Qu'est-ce que ça leur a permis, par exemple, d'identifier qu'il y avait besoin d'aider les migrants à pouvoir ouvrir un compte bancaire. Parce que l'argent qu'ils ont crée un très grand phénomène d'insécurité qui coûte régulièrement la vie à des gens, parce que comme ils ne peuvent pas placer leur argent à la banque, ils le mettent quelque part chez eux, et ils avaient constaté une recrudescence d'attaques, voire de morts, pour aller voler l'argent de ces migrants. L'organisation française, c'est que toutes les questions relatives aux réfugiés politiques, c'est du domaine régalien de l'État. Donc l'État était censé prendre en charge la question. Et la maire de Paris, elle, ce qu'elle ne voulait pas, c'est qu'il y ait simplement des expulsions policières des campements sans solution pour les gens. Donc il y a eu un moment quand même de tension assez fort, puisque ce que la maire de Paris voulait, c'était que toute personne qui se présente sur le territoire de Paris et qui dit qu'elle est demandeuse d'asile puisse avoir un hébergement. Donc ça a pris un certain temps, comme vous avez pu le constater si vous étiez sur le site de la Chapelle, parce qu'il a fallu attendre le moment où l'État dise « OK ». Donc, quelques mois plus tard, le gouvernement a lancé un plan augmentant donc le dispositif de places de demandeurs d'asile et de réfugiés. Et nous avons ainsi pu mettre à l'abri de juin à ce jour environ 4000 personnes qui étaient sur les grands campements parisiens, à l'abri, alors prise en charge par l'État, dans des centres d'hébergement d'urgence, pendant un mois, où pendant un mois, toute personne peut réfléchir pour savoir si elle demande l'asile. Voilà, donc c'est l'OFPRA qui fait l'analyse de ça. Donc à aujourd'hui, toute personne qui demande l'asile, nous, ce que nous avons fait en tant que ville de Paris, parce que la ville de Paris, elle, ce qu'elle voulait, c'est que les gens puissent avoir accès à leurs droits. Donc nous avons développé des dispositifs de veille sociale sur le territoire. Nous subventionnons des associations comme Rancère d'Asile, Emmaüs Solidarité, qui permettent d'orienter les gens vers les bons dispositifs. Et nous avons, dans le dispositif d'hébergement que nous avons sur Paris et l'Île-de-France, parce que nous disposons d'un patrimoine intercalaire, disons, qui est en attente de construction de logements sociaux, nous avons mis à la disposition de l'État des locaux qui permettent d'accueillir ces personnes. Vous le savez, la France s'est engagée à accueillir 30 000 réfugiés dans le cadre des accords européens. Sur les 30 000 réfugiés, il n'y en a que 500 et quelques qui sont arrivés. Donc le plan que nous avons mis en place pour permettre d'être prêts pour l'accueil, pour l'hébergement, pour l'apprentissage du français, pour l'accès à tout ce qui est offre culturelle, sportive, c'est un plan au long cours. De ce qu'ont fait des gens qui n'obtiennent pas le statut, qui en même temps ont les mêmes besoins que ceux qui obtiennent le statut. Je peux vous dire que dans tous les centres d'hébergement de la ville, dans tous les CHRS, il y a des gens sans papier. On continue à les prendre en charge. Voilà, ils bénéficient de toutes... Et on essaye de travailler avec la préfecture de police, puisqu'il n'y a que la préfecture de police qui peut donner un statut à quelqu'un. Dès 2011, la France a rompu les relations diplomatiques, donc aussi culturelles. Il n'y avait plus de structure culturelle et de coopération en Syrie. Or, jusqu'en 2011, il y avait d'une part... il y avait des étudiants syriens en France, d'une part avec des bourses syriennes et d'autre part avec des bourses françaises. Donc il n'y a plus aucun dispositif d'accueil d'étudiants par le biais de bourses. Donc on s'est mobilisé à quelques-uns, pour dire les choses très rapidement, à quelques universitaires. En fait, on a constitué un collectif d'universitaires à Lyon pour essayer de faire des démarches auprès des collectivités locales et des universités pour mettre en place des bourses. Et on a obtenu donc un soutien de la commune de Lyon, donc Lyon-Saint-Étienne, l'Université de Lyon, de la région Rhône-Alpes, qui était évidemment déterminant, de la ville de Lyon et du Crous.
Et une convention a été signée entre ces 4 structures qui a permis d'octroyer, alors pour l'instant, nous, on demandait 40 bourses. On ne les a évidemment pas eues, mais on a eu 10 bourses donc à cette rentrée et pour 10 étudiants. C'est un très beau projet et je trouve ça très important de renouer justement, ça permet aussi de renouer des relations diplomatiques un peu par le bas avec certains pays du Moyen-Orient dont la situation géopolitique est un peu bloquée aujourd'hui. On a organisé cet événement dans l'urgence. On a dû ensuite gérer le 13 novembre. On s'est vraiment demandé si on serait là aujourd'hui. Et on est vraiment content donc, de vous voir participer. Et vraiment merci à tous les intervenants.